Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno des Affaires du Terroir. J'espère que vous allez bien. L'été s'en vient, il y a plein de choses qui s'en viennent. Les festivals, on reçoit déjà beaucoup de demandes pour aller visiter du monde. Comme vous savez, nous, ce qu'on aime, c'est manger, parler d'affaires, parler de boire, puis manger, puis parler des affaires, hein, tout mélanger ensemble. Comme vous savez, nous autres, avant, on s'appelait Bodega. On a changé de nom à Affaires du Terroir, vraiment mettre tout ça ensemble. Merci beaucoup d'être là. Bien sûr, abonnez-vous à baronmac.com. On a tout le temps plein d'infolettes intéressantes. On a plein de sujets intéressants chaque semaine à tous nos clients. Merci beaucoup à tout le monde qui sont abonnés. Comme vous savez, nous, on veut partir de Facebook comme tout le monde. On veut vraiment que c'est contrôler notre destinée. Aujourd'hui, on va parler avec Julien Laporte, qui est chef propriétaire de Fanfare Brunch Boulangerie, où c'est une boulangerie qui est dans le coin de Villeray. Puis, les autres, c'est intéressant ce qu'ils font parce que, tu sais, il y a un brunch, la boulangerie, ils utilisent des produits québécois, de la farine biologique, tout ça. Puis, avant l'entrevue, on s'est parlé de plein de choses. Les deux, on a un bon accent que vous allez adorer pendant l'entrevue. Puis, bien sûr, le but de savoir, c'est vraiment comprendre sa vision à l'arrière de la business. Puis, bien sûr, qu'est-ce qu'il offre à l'arrière de cette compagnie-là à travers avec tout ce qui est arrivé par la pandémie, tout ça. Mais vraiment, ce que célébrer vraiment la boulangerie, puis la bouffe, puis tout ça qu'on veut parler avec lui. Julien Laporte, comment ça va? Ça va bien. Excellent. Julien, comme je dis, on s'est parlé avant l'entrevue. C'est vraiment, tu as travaillé très fort, tu as plein de produits intéressants. Tu as un brunch alcoolisé que j'adore, avec plein de bouffe, plein d'affaires comme ça. Mais avant de parler de qu'est-ce que vous offrez, tout ça, pouvez-nous parler un petit peu de votre entreprise? C'est quoi la vision? Comment ça a commencé? En fait, le projet Fanfare, c'était né d'un ami à moi qui était boulanger passionné, Okay. qui est plus là-dedans maintenant, mais qui a fait partie d'un peu de la genèse de la compagnie. Puis de moi qui était chef cuisinier, puis je travaillais dans des restaurants à fort volume et j'avais un peu de mal à me retrouver là-dedans. J'aimais ça, j'ai toujours aimé la cuisine, mais on voulait quelque chose de plus petit. J'ai toujours aimé le pain aussi. Mon grand frère a une boulangerie dans le sud de la France. Okay. Mon père était un passionné de cuisine, c'était un grand chef. Puis je voulais mêler tout ça, donc on s'est dit qu'on ouvrait quelque chose, qu'on pouvait mêler les deux. Puis finalement, on s'est dit on ouvre un restaurant de brunch qui allie le côté sucré de la gastronomie avec une boulangerie et un petit comptoir de bouffe pour faire de la pâtisserie. Puis au milieu de ça, on a un café aussi. Ouais. Donc, c'était ça un peu la jeunesse de Fanfare. Mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que vous avez bien sûr, là, comme je disais, le brunch, la boulangerie, tout ça. Puis le côté boulangerie, c'était pourquoi l'importance d'avoir des produits biologiques, d'avoir des produits de qualité comme ça? C'était quoi la vision de ça? J'ai toujours... Déjà, c'était encore une fois, c'est par rapport au gros volume qui permet pas toujours, dans ce que je faisais avant, ça me permettait pas toujours d'avoir de la belle qualité de produit. Moi, j'ai toujours été attiré par ça. J'ai grandi à la campagne, proche de cultivateurs, de maraîchers. Puis, je suis un foodie, j'aime bien manger. Puis, je sais que l'industrialisation de l'alimentation, c'est pas bon pour nous. Donc, ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête. Puis, je voulais je voulais en plus de ça, via le restaurant, essayer de construire un réseau de fournisseurs qui soient des gens avec qui je traiterais directement. Je voulais pas passer par les grosses centrales d'achat, de restauration. Je voulais arrêter ça. Je voulais contrôler les choses, voir les choses rentrer, parler aux producteurs, savoir qu'est-ce qui s'en venait dans l'année, pendant la saison. Et donc, ça prenait quelque chose à plus petite échelle. Et ça nous a pris à peu près 2 ans. Puis maintenant, on a un super beau réseau de maraîchers qu'on connaît. C'est des amis maintenant. On va à leur partie staff. On travaille avec la shop à légumes. Je travaille aussi avec un maraîcher en Estrie. C'est le papa d'un ami qui cultive pour sa retraite juste pour le fun. Il nous fait des courges tous les ans. On a des grosses productions de courges. Ensuite de ça, du côté de la boulangerie, c'était sûr qu'on voulait des beaux produits pour aller avec ça. Donc, on travaille essentiellement avec des farines québécoises qui sont la milanaise ou les moulins de Soulanges, qui sont soit en agriculture raisonnée, soit en agriculture biologique.
Est-ce que avec tu sais, avec le défi de tout ce qui existe dans la boulangerie, tu sais, dans les produits locaux, tout ça, est-ce que la clientèle est vraiment intéressée le travail que tu fais, d'aller chercher ce monde-là, tout ça, ce qui il y a Ben, tout ça? pour vrai, je me suis rendu compte très vite que la qualité qu'on offrait, c'est pas tout le monde qui le voit. Puis on Mhm. le met pas beaucoup de l'avant en plus. Si tu regardes les produits que je vends à Fanfare, du début jusqu'à la fin, tu vas trouver en saison quasiment 90% de choses québécoises. Ça part de l'assiette qui est faite par une céramiste au bout de la rue, qui est une québécoise qui s'appelle Dompierre, jusqu'à la courge, puis à la tomate qui vont venir du coin, qui vont venir d'un maraîcher local. Donc, tu sais, le café, c'est sûr qu'il vient pas d'ici, mais c'est Zab Café, une compagnie de Montréal qui fait du super bon café. Donc, on essaye vraiment de rester local, mais c'est pas toujours mis de l'avant parce que nous, c'est comme inné, ça va de soi de faire ça. Je pourrais pas faire autrement parce que Mais c'est dans ton ADN à toi depuis le ouais, début. c'est ça. Donc, tu sais, je l'affiche pas sur les murs, je l'affiche pas sur les étiquettes. C'est pas écrit dans les assiettes que c'est c'est sûr qu'en hiver, c'est plus compliqué, là, mais on arrive quand même à avoir des beaux produits. On a un pain doré avec de la camerise, du mélilo, de l'argousier. Tu sais, rien que cette assiette-là, c'est quasiment 100% québécois, alors on peut être en plein janvier, tu sais. Le pain est fait sur place, hein, avec des farines du coin. Donc, c'est pas mis de l'avant, mais c'est franchement là. Puis, de toute façon, les gens, quand même, ils goûtent la différence, même s'ils le savent pas. Mais c'est sûr que les goûts sont différents tout le temps. C'est sûr quand ça vient d'ici, ça change beaucoup. Est-ce Ouais. que tu as vu dans l'industrie, tu t'as mis en place le côté de la maraîchère à l'échelle du monde local. Depuis que tu es ouvert, est-ce que tu vois là, de plus en plus du monde qui te viennent avec des produits plus locaux encore? Est-ce qu'il y a du monde que... Oui, quand même, il y a une démarche là au Québec, surtout depuis le après-pandémie là. Non, on est sollicité. Nous, on a quand même un réseau solide maintenant, là, donc on commence à être un peu moins ouvert à tout ce qui arrive. Mais oui, oui, ça a bougé, puis c'est cool là depuis 3 4 ans tout ce qu'on voit dans les assiettes à Montréal. Quand je vois qu'on peut avoir des truites faites dans des viviers au nord, à Laval ou je sais plus où, là, j'ai oublié le nom de la compagnie. Je trouve ça vraiment cool. Pour nous, c'est pas assez abordable pour le mettre dans les assiettes, mais j'aimerais vraiment le faire, tu vois. Est-ce que tu penses que tu vas, pour arriver à ce point-là, est-ce qu'il faut changer les prix? Il faut mettre en place c'est mieux travailler les assiettes? Qu'est-ce qu'il faut faire, tu penses, pour arriver à ce point-là? Parce que moi, je suis allé sur ton site, je connais un petit peu ce que tu fais, puis je vois un gros travail en arrière de ça. Puis bien sûr, il y a les coûts d'augmentation, tout ça, mais je vois que tu réussis à avoir des bons prix malgré les achats locaux que tu fais, tout ça, tu sais. Mais c'est très 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 difficile. Depuis qu'on a pris un peu l'inflation il y a 1 an et demi là, on s'est rendu compte que dans nos food costs on n'était pas là. Il a fallu augmenter les prix. Puis quand on a augmenté les prix, on s'est rendu compte que des fois on devait vendre des assiettes un peu trop chères à notre goût parce qu'on veut rester un commerce de quartier puis abordable pour tout le monde. Donc on essaye de balancer. On a toujours des plats un peu plus d'entrée de gamme qui sont pas moins bons. Mais après, on a des plats, tu sais, on est un brunch de quartier, puis on peut quand même avoir un bénédictine à 24 $. Mais des fois, c'est un peu compliqué parce que le client, il comprend pas que moi, dans mon béné, il y a du beurre. C'est pas la Ouais. sauce Knorr en poudre que beaucoup de restaurants servent. Puis, il y a un croissant qui est fait maison dedans. Puis, tout le reste est fait maison. Donc, tu sais, il est servi dans une assiette d'une céramiste du quartier. C'est pas une Made in China. Donc, c'est sûr que des fois, on peut penser qu'on est plus cher, mais t'as pas la même qualité dans les assiettes. On est comme dans du brunch un peu plus élégant que ce qui peut se faire, mais on a aussi un petit volet un peu plus abordable pour le quotidien, là. Mais oui, c'est sûr que dans les 2 dernières années, ça a été difficile là, d'avoir un bon ratio qualité-produit. Il y a eu des fois, on en a enlevé un peu les légumes bio en été, là, ça a été compliqué, là. Ah ouais. On voyait bien que ça coûtait un bras, alors qu'au début, c'était quasiment 100% de produits bio dans les assiettes en saison. On essaye de faire une balance. Là, il y en a toujours, mais des fois, il y en a moins, des fois, il y en a plus. Mais c'est un bon prix. Il y a pas, tu sais, le beurre, comme tu dis, ça coûte cher. Oui, la fois que je l'ai acheté chez la IGA, ça me coûtait 7 $ le beurre. Ouais, c'est ça, hein. Les 4 $, c'est un prix normal. Hmm. Le côté brunch, comme je dis, c'est vraiment, c'est intéressant ce que vous offrez déjà. Comme je dis, vous avez un côté très santé, salé, des classiques, tout ça. Il y a le cocktail signature que vous offrez en même temps, c'est ce que je dis au début, tu sais. Moi, Hmm. personnellement, vous avez goûté le Moscow Mule,
très fan de ça. Faut nous parler un petit peu du brunch, la vision derrière de chaque plat, c'est comment ça fonctionne. Faut nous un petit peu de vos produits clés, tout ça en arrière de ça. Ok, mais le brunch, déjà, moi, je reviens un peu à ce que je disais pour avoir travaillé dans le gros volume où, inévitablement, quand il y a un petit problème de gestion, il y a de, il y a de la perte. Et moi, je tolérais pas ça, puis ça me faisait chier pour vrai, là. Et moi, j'ai grandi dans le sud de la France, dans une famille bien simple. Puis, tu sais, il y avait rien qui partait à la poubelle du frigo, là. Tout était mangé. Donc, quand tu as une boulangerie, tu n'as pas le choix d'avoir des restants parce que tu auras beau avoir le meilleur pain du monde, c'est pas dit que tu le vendes à la fin de la journée. Tu sais jamais, là. Il y a des journées, le pain il reste sur le présentoir et tu sais pas pourquoi, alors que la veille, tu n'en avais plus à midi. Tu peux pas contrôler ça en boulangerie, c'est difficile. Donc, il fallait inévitablement construire des plats autour des produits du pain pour être capable de passer des restants. Puis, au bout de quelques années, on a essayé plein de recettes. Puis là, on est quand même content, le menu est bien balancé. On inclut beaucoup de produits de la boulangerie dans les assiettes de brunch. On a par exemple un pudding salé fantastique. Là, c'est fait avec toutes les baguettes invendues. Le lendemain, on récupère, on recoupe, on garde le plus beau de la baguette. On fait mariner ça dans un appareil d'œufs, de lait, de sucre, de sel. On met des oignons confits, on met un peu de fromage, du cheddar. Puis on cuit ça au bain-marie. On en fait des petits blocs. On sert ça avec du smoke meat, une crème sûre à l'estragon, 2 œufs miroirs, des marinades. C'est super chouette. Puis on a revalorisé un produit qui avait plus de destination. Une baguette du lendemain, c'est pas très bon. Là, tu peux le griller, mais à un moment donné, ça peut plus passer. Là. Donc c'était ça un peu l'idée. C'était aussi l'idée, des fois, on se gâte, on fait des pains spéciaux pour un plat, parce qu'à un moment donné, on avait une carte ouverte aussi, là, on a un menu un peu plus fermé, mais quand j'étais plus dans la cuisine, j'ai demandé au boulanger de me faire un pain pour tel plat, un pain avec du malt à l'intérieur pour manger avec du saumon fumé. Ça pouvait être toutes sortes d'affaires, là. C'était quand même cool de pouvoir avoir cet échange entre cuisine et boulangerie. T'sais, on peut mettre de la brioche dans les assiettes. On décide de faire une brioche, on va faire une brioche à la fleur d'oranger pour faire un nouveau plat de pain doré. C'est toutes sortes d'idées qu'on a pu avoir pendant les dernières années. Donc c'était ça un peu l'approche du menu, en plus d'essayer d'avoir beaucoup de produits de saison et locaux pendant la belle saison. Et puis de rester quand même dans une dynamique de brunch américain. Là, on reste un peu dans les lignes. Là, faut plaire au plus grand nombre. Là. Bien sûr, puis c'est cool de vendredi, samedi, dimanche qu'on peut aller vous visiter tout ça. Est-ce que c'est tout le temps plein ou s'il faut, on est mieux d'aller commander en ligne, de réserver en ligne meilleur? Nous, ce qu'on aime là, c'est que ce soit pas trop le bordel sur les gros services. Alors moi, je paye un service de réservation. Oui. Je veux que les gens, quand ils arrivent, ils fassent pas la ligne. Puis c'est dommage, alors qu'un service de réservation, ça coûte rien. Donc on prend les réservations. La fin de semaine, c'est souvent plein. Il faut s'y prendre un peu à l'avance. Mais on est ouvert toute la semaine. Donc en fait, on a le brunch sur toutes les journées d'ouverture de la boutique. Donc du mardi au dimanche, ce qui sont nos journées d'ouverture. Tu peux bruncher et tu peux venir au magasin, manger, acheter du pain ou des pâtisseries. Ouais, excellent. Vous avez le cocktail, le côté cocktail, qui est intéressant. De plus en plus, je vois beaucoup de restaurants, des brasseries ou des bars qui offrent beaucoup le cocktail. Est-ce que le cocktail, c'est vraiment un produit qui fit avec votre branche? Comment fonctionne? Est-ce que vous avez des produits uniquement vous autres? Est-ce que vous avez un drink, de fanfare? Comment ça fonctionne? Pour l'alcool, on a essayé plein de choses, mais on s'est rendu compte que on est une boulangerie, donc c'est pas tant le mandat de faire des super beaux cocktails comme tu pourras aller prendre dans un cool resto le soir là en date, hein. Mais il y a quand même une demande. Donc on a une petite carte cool, puis on essaye de faire ça bien, Moscow Mule, Bloody César. En saison pareil, on essaye d'avoir de la nouveauté. On fait des cafés alcoolisés aussi, ça marche bien. On fait des cafés gourmands, café Calvados, on fait un café Baileys, on fait des cafés sortilèges à base de sirop d'érable. Hein. Puis ça c'est très winner. Puis on aime beaucoup avec de la crème fouettée. Puis les pâtissiers, ils nous font des petites garnitures, des gruyères de cacao, on met comment on appelle ça, j'ai oublié, du praliné, etc., des noix. C'est quand même chouette. C'est vraiment le plus gastronomique possible derrière ça. Ouais.
Excellent. Ouais, le Calvados, c'est tout en bon, hein. Tu peux mettre ça dans n'importe quoi, mais c'est excellent. Ouais. Vous autres, à long terme, maintenant, c'est sûr que, disons que dans quelques années, qu'est-ce que vous aimez voir à part le branche qui continue à grossir, parce que c'est quelque chose d'intéressant à voir. Et vous, votre compagnie, vous autres, disons, dans 5 ans, qu'est-ce que vous voyez, puis qu'est-ce que vous aimeriez aller dans 5 ans? Mais là, en ce moment, on est en train de développer un laboratoire de production pour être Mhm. capable de produire des produits de boulangerie pour les clients professionnels comme les restaurateurs, les petites épiceries, euh, puis la viennoiserie aussi, dans ce sens-là, pour peut-être des hôtels, des restaurants de déjeuner, des cafés. Donc Mhm. ça va être les projets sur les 2 prochaines années. Avoir un bel endroit de production parce qu'il y a aussi les enjeux de staff qui sont venus dans les dernières années. Puis Fanfare, c'est petit, l'appareil de production est difficile et des fois les horaires peuvent être contraignantes, les boulangers rentrent la nuit. Donc j'ai investi beaucoup dans un nouveau laboratoire de production pour avoir des belles équipes de boulangers qui pourraient être en rotation sur les horaires de nuit, ce qui permettrait d'avoir une conciliation travail-famille meilleure. Mhm. C'est ça qu'on veut à la fin aussi, à un moment donné, quand ça va bien quand on est jeune, mais passé 40 ans, puis moi j'ai des boulangers qui ont 45, 50 ans, là, ça devient un peu plus difficile, c'est quand même mieux de pouvoir dormir un petit peu. Donc il y a ça dans les projets, puis certainement au milieu de ça, peut-être ouvrir un petit café, puis vendre nos produits de pâtisserie et de viennoiserie, parce qu'il y a quand même beaucoup de talent là-dedans, là. Ma C'est conjointe, vrai. chef pâtissière, aurait bien envie d'avoir son petit comptoir à elle. Et sinon, on a un petit rêve fou derrière la tête, là. On aimerait ouvrir une crème glacée. Ah, bien sûr, ça c'est intéressant, ça. Ouais. Donc ça, peut-être dans 2 ans, là, c'est ce qui me trotte. J'ai toujours rêvé de ça. Pascal aussi, ma conjointe. Puis c'est comme un petit rêve fou qu'on aimerait. Peut-être qu'il se sera accroché au magasin actuel parce qu'en enlevant les appareils de production pour les mettre dans le nouveau laboratoire, ça va me laisser un peu de place, hein. Et on trouverait ça cool parce que tu sais, la fin de semaine, j'ai une grande terrasse, moi, sur Fanfare, sur la rue Jarry. Puis on pourrait avoir une terrasse crème glacée attenante à la terrasse du brunch. Puis on a beaucoup de familles qui viennent là. Puis j'aurais tellement de fun là, à voir des enfants partout sur le grand trottoir. Là, on a un trottoir de quasiment 20 pieds avec la terrasse là. Puis OK, on OK. a des enfants aussi, donc on comprend ça beaucoup. Là, j'ai des enfants de 7 et 8 ans là. Donc c'est un peu le petit rêve là de mettre encore un peu plus de piquant dans le projet de Fanfare. Est-ce que tu irais dans le côté comme les Italiens qui font de la crème glacée vraiment du début jusqu'à la fin, ou ce qu'ils font des sorbets à la main, où tu mélanges avec la machinerie, tout le kit comme ça? On ne sait pas encore, on se pose la question. On a déjà fait des visites pour te dire que c'est pas juste un rêve. Là, on a déjà contacté des professionnels et des vendeurs de matériel de production de crème glacée. Donc, on commence à apprendre de ça aussi. Qu'est-ce qu'on est capable de faire. Il y a des choses assez simples qui peuvent se faire avec des produits locaux. Tu prends une machine, tu peux acheter les crèmes de chez Kebon, puis la molle, et puis elle est très bonne. Est-ce qu'on ferait nos sorbets? On est capable, c'est dans nos savoir-faire. Moi, je sais que si on ouvre quelque chose comme ça, on va avoir du volume parce que ça, dans le quartier, ça risquerait de marcher très fort. Moi, ce que je voulais, c'est un truc plus funky, puis adapter, mélanger la pâtisserie avec la crème glacée. Avoir des recettes, tu sais, des beignets farcis, avoir un Paris-Brest, là, comme un chou garni de crème glacée avec Les un... Coréens un peu. Les Coréens font Comment? ça. Les Coréens sont très là-dessus, eux autres. Ouais. Ouais, de la pâtisserie avec la crème glacée, ils en font beaucoup, Ouais, les c'est Coréens. ça, faire de la crème glacée frite. Moi, j'ai une cuisine dans le laboratoire, on pourrait installer une friteuse, faire des boules de crème glacée frite avec des garnitures. Je sais pas encore, là, c'est dans ma tête, ça fly un peu là, à chaque fois que j'y pense, hein. Mais ouais, de la pâtisserie avec la crème glacée, ça c'est certain. Donc, on verra quand ce sera le moment, mais on vous tiendra au courant, hein. Ben, ça. Ça m'intéresse beaucoup, là, ton comptoir café. Est-ce que dans ton industrie, c'est quelque chose qui s'en vient de plus en plus, le comptoir café? On voit beaucoup de plus en plus que ce soit dans n'importe quelle industrie alimentaire, on voit de plus en plus de monde qui essaie de mettre en place un comptoir quelque part ailleurs, que ce soit dans la boisson ou que ce soit dans l'alimentation. Je vois beaucoup de plus en plus du monde qui font des comptoirs ailleurs pour mettre en place un peu, faire du marketing à long terme comme ça. Et dans ton industrie de la pâtisserie, c'est quelque chose qui s'en vient de plus en plus? Mais en fait, tu vas rigoler. Nous, quand on a ouvert Fanfare, on a ouvert ça très vite. On a fait les travaux très vite. On a installé
la zone de production de la boulangerie. Derrière, on a mis la cuisine. Puis là, on a installé la salle de réception, donc le restaurant. Puis 3 semaines avant d'ouvrir, des amis qui nous disent « Vous n'avez pas de machine à café ?» Puis on était là, ben, on n'est pas un café. Puis ils nous regardent, puis là, ils font « Ouais, mais tu vas avoir des gâteaux, tu vas avoir du pain, tu vas asseoir des gens. Ah ouais? Ça te prend du café, là. » Puis on n'avait pas allumé, donc on a vite acheté une machine à café, on l'a posée. Puis l'une des premières employées de Fanfare au service, qui s'appelait Marie-Lou, qui était une fille géniale, là, elle travaillait dans le cirque, elle était adorable. C'était une barista confirmée. Puis celle, ça a été ma première vendeuse. Puis elle est arrivée, elle nous a placé ça. Puis on a finalement mis le café dans cet espace-là. Puis ça a très bien marché dès le début parce qu'on avait des bons baristas. Donc on a appris là-dessus. On a appris le métier de barista puis on a trippé en plus. Donc la machine a été changée. On a pris une super machine performante. On peut faire jusqu'à 200 cafés un samedi. Là, on tripe. Là, ouais. J'ai des baristas à temps plein, là, moi, de 7h à 19h le soir. Là. Donc, il y a quand même un côté rentabilité aussi dans le café, là. Puis, c'est comme aussi, quand tu penses à un comptoir à café, c'est comme un produit d'appel pour faire rentrer quelqu'un puis lui proposer autre chose. C'est ça que je trouve. C'est avoir un autre café Fanfare, ça pourrait être cool parce qu'on pourrait, dans un autre quartier pas très loin, faire rentrer une personne puis lui dire, ben, regarde, nous, on fait des super beaux pains, on fait des super belles viennoiseries. En plus de ton café, tu vas t'éclater. Ce serait ça un peu le délire. Mais il y a que ça est attirant avec ça. Moi, je vois de plus en plus des compagnies qui font ça à cause de... C'est un peu comme les compagnies de vêtements un peu, un peu partout, tu fais mettre ça en place. Les grosses compagnies d'alimentation font de plus en plus, mais je vois de plus en plus des petites compagnies d'alimentation qui font, que pour les autres, c'est un autre comptoir, c'est du marketing pour les autres. Comme tu dis, faire connaître tes produits, tout ça, dans un coin qui est moins coûteux, des produits, puis en plus, tu envoies là-bas la production en plus. C'est ça. En fait, le fait que la production soit faite ailleurs permet d'avoir des économies de production, des économies, pas de production, mais d'ouverture de points de vente. Mm-hmm. De faire toute la production un peu plus loin dans un labo dédié, puis tu livres le matin, finalement, tu peux prendre juste un petit espace parce que tu installeras juste des baristas, des vendeurs, des serveurs. Donc, ça va être parce que, par exemple, une boulangerie, là, si t'as pas le 600 volts et une capacité électrique énorme, tu peux pas t'installer où tu veux. Nous, le local, on l'a quasiment pas choisi, là. C'était là parce que Hydro-Québec passait devant à ce moment-là et on était pressé d'ouvrir. On avait regardé d'autres locaux, puis les gars nous avaient dit, vous pourrez pas, là, ça va prendre 1 an de faire passer l'électricité. Donc, en soi, c'est une solution aussi pour être capable de distribuer dans des endroits où ça serait pas possible. C'est vraiment intéressant. Mais écoute, merci beaucoup, Julien Laporte, pour ton temps. Écoute, je pense qu'on voulait, moi, j'adore penser à des affaires comme ça. Merci beaucoup. Je vais penser plus encore là-dessus. Julien Laporte, pour le monde qui veut te rencontrer, du monde qui veut aller manger chez vous, j'ai besoin de ton adresse, j'ai besoin de te contacter. Comment on fait ça? Ben pour venir nous voir, c'est 751 rue Jarry-Est à Montréal, métro Jarry. C'est très accessible. Sinon, vous pouvez réserver en ligne via le site web ou via le Google. Vous avez l'accès à la plateforme de réservation. Et on est ouvert du mardi au dimanche, autant le brunch que la boulangerie que le café. Excellent. Écoute, merci beaucoup pour ton temps, puis on a bien de les visiter cet été. Ok, ben merci beaucoup. Bonne journée. Bye Léo. Bye. Affaires et terroirs est une production de Baron Mag.